J'aimerais, dans le cadre de cette émission Éclairage, vous proposer de revenir sur l'affaire Patrick Bruel. Alors bien sûr, pas dans une perspective people, pas dans une perspective de fait divers, mais parce que précisément un fait divers qui prend une telle ampleur et une telle résonance dans une société à un moment donné devient un fait de société. Ce n'est pas juste l'histoire d'un homme qui devra répondre devant la justice de ses comportements, mais cela devient en quelque sorte une histoire sur laquelle se projettent et s'investissent énormément de choses qui circulent à l'intérieur d'une société à un moment donné, qui travaille en quelque sorte le corps social. Alors bien sûr, la première précaution oratoire qu'il convient de prendre, c'est de rappeler la présomption d'innocence. Cela est tout à fait vrai, les avocats de Patrick Bruel et certaines personnalités l'ont répété, la présomption d'innocence, c'est ce qui tient qu'avant que la justice se soit prononcée en ce sens, une personne est réputée comme n'ayant pas commis les faits qu'on lui reproche. Et bien sûr, c'est au cœur de notre système judiciaire et de notre ordre juridique que cette présomption d'innocence s'applique. Toutefois, ce qui est intéressant en l'espèce, c'est que si la présomption d'innocence est un principe cardinal, il en est un autre, qui est celui de la probité et de l'intégrité de la justice. Ce qui permet qu'existe la présomption d'innocence, c'est la conviction que la justice va jouer son rôle, que s'il y a un problème ou des actes délictuels et criminels, elle va s'en emparer pour aboutir à une condamnation. Et c'est là où malgré tout le bât blesse, non pas dans le sens de devoir remettre en question la présomption d'innocence, bien sûr que non, mais qu'il y a autour de cette affaire, comme il y a de manière générique avec un certain nombre de célébrités en France, une forme d'impunité qui a eu cours pendant des années et des années, avec des plaintes à répétition, et puis des précédents de personnes qui se sont objectivement très mal conduites avec des accusations et des présomptions très solides de viol. On peut penser à Patrick Poivre d'Arvor, le présentateur vedette du téléjournal en France pendant des années, qui alors même qu'il a agressé et abusé des dizaines et des dizaines de jeunes femmes, n'a jamais eu de compte à rendre sérieusement quant à ce comportement extrêmement problématique, alors que le boulanger du coin n'aurait eu aucune chance de s'en tirer à aussi bon compte. On peut penser bien sûr à Gérard Miller, le psy des plateaux, dont il appert qu'il mettait ses victimes sous hypnose pour pouvoir abuser d'elles. Notre chouchou de l'intelligentsia de gauche. On peut penser à tous ces écrivains pédophiles, à Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture de la République, qui expliquait comment il allait exploiter sexuellement des enfants dans des pays du tiers-monde, ou Gabriel Matzneff, du même acabit, protégé par Pierre Berger et la Mitterrandie pendant des années. Et au fond, c'est un premier motif complexe qui choque dans cette affaire. C'est qu'on voit que quelqu'un a pu passer entre les gouttes pendant très longtemps, malgré l'abondance de plaintes répétant à peu près toute la même chose, et qu'aujourd'hui on réclame à corps et à cri, et à juste titre, la présomption d'innocence, mais d'une manière qui fait l'économie de la manière dont le système n'est pas juste et que la justice n'est pas rendue de manière équitable. Alors Flavie Flament, qui a elle-même porté plainte finalement contre Patrick Bruel, l'a reconnu. Elle a dit il y a eu tant de plaintes avant moi, mais c'est au moment où je prends à mon tour mes responsabilités, où je me joins au chorus de plaintes, qu'enfin quelque chose bouge. C'est quand même un motif relativement intéressant. Et puis évidemment qu'il y a toute la manière dont notre époque est très déboussolée par rapport au rapport homme-femme et à la saine limite à poser entre des comportements qui sont des comportements de conquête naturelle de la part d'un homme et l'endroit où ça devient abusif, voire pire, envers les personnes du sexe opposé. Il y a eu deux prises de parole intéressantes, à mon sens, de la part de femmes d'expérience. Annie Dupéret, qui elle disait « Oui, mais moi j'ai vu Patrick Bruel et d'autres être poursuivis par des hordes de jeunes filles hystériques qui étaient prêtes à tout pour coucher avec lui. » Et c'est vrai, cela fait aussi partie d'une réalité complexe. Le fait que ce phénomène existe ne veut pas dire que, par hypothèse, une vedette qui violerait ou violenterait des femmes puisse s'en tirer au motif que d'autres sont hystériques. On s'entend.
Mais cela fait aussi partie du paysage. On se souvient par exemple comment Claude François avait un goût professé ouvertement à l'époque et sans que cela fît beaucoup réagir, disant je les préfère entre 15 et 18 ans, au-delà ça devient un peu trop vieux, et comment il y avait des grappes de groupies qui campaient dans les couloirs des hôtels où il dormait, que parfois il ouvrait la porte de sa chambre, il en prenait une et passait la nuit avec elle, des vierges la plupart du temps, et notamment un reportage intéressant de la radio-télévision belge de langue française qui ne fait pas que de la propagande totalitaire, montrant que certaines des femmes qui à l'époque avaient 14 ou 15 ans ne regrettent rien aujourd'hui. Cela existe. Et puis, Brigitte Lahaie, elle, a dit quelque chose d'intéressant, c'est que il peut arriver qu'il y ait des dénonciations des années plus tard, de bonne foi la plupart du temps, mais parce qu'au fond, les femmes s'étaient données avec l'espoir que cela déboucherait sur quelque chose. Et lorsque des artistes ayant certaines facilités en la matière les consomment un peu comme des Kleenex, le fait qu'elles se fassent rejeter après les conduit à se raconter ce qui leur est arrivé dans une tonalité abusée victime, oui, mais aussi abuser de l'illusion ou de l'espoir qu'elles avaient que cela puisse déboucher sur quelque chose. Et vous voyez la difficulté de l'exercice. Edgar Morin vient de nous quitter pour rejoindre les étoiles, et combien nous aura-t-il alerté sur l'importance de la pensée complexe qui est capable de réconcilier des perspectives contradictoires. Ce que j'énonce ici sont des choses que l'on sait, que l'on connaît. Mais le fait que l'on sache ou qu'on les connaisse ne veut pas dire qu'elles expliquent la réalité de ce qui s'est passé et que les femmes qui portent plainte contre Patrick Bruel aujourd'hui étaient soit des hystériques, soit des femmes qui auraient espéré plus. Non, ce sont des volets différents, des facettes différentes d'une même réalité. Par ailleurs, que les hommes soient entreprenants et entreprennent la conquête d'une personne qui les attire, c'est dans l'ordre des choses depuis les débuts du monde, que les femmes jouent un jeu de j'ai envie, j'ai pas envie, je dis non, je m'éloigne, les biches le font dans la nature, et donc il n'y a rien là de nouveau sous le soleil, si ce n'est qu'on voit à quel point notre époque est devenue empruntée pour savoir identifier les bons repères. Et au fond, entre laisser des mufles agresser des jeunes femmes, ou décider que toute approche de séduction est patriarcale et masculiniste et à bannir, on sent qu'il y a un grand désarroi dans l'époque et que beaucoup de jeunes hommes, notamment, ne savent plus à quel saint se vouer, saint S-A-I-N-T, dira-t-on, tant il y a de confusion en la matière. Maintenant, ce que l'on peut dire des témoignages féminins autour du comportement de Patrick Bruel montre un tableau relativement cohérent. Et ce qu'elles disent de manière répétée, c'est qu'elles se sont retrouvées avec lui dans une circonstance où il mettait en œuvre une séduction plus ou moins lourdingue ou plus ou moins normale, et que brusquement ça a basculé, et selon leurs mots à elles dans leurs témoignages, elles se sont retrouvées face à une bête, face à un prédateur. Et notamment des situations où il les aurait coincées dans un couloir d'hôtel, dans des toilettes, dans une voiture, en cherchant absolument à les forcer à entrer dans une relation sexuelle, et témoignages récurrents en disant « mais si, tu vas aimer ça, tu verras, elles aiment tout ça ». Alors, il y a encore quelque chose à dire quant à ces témoignages, et de nouveau, la police enquêtera et la justice tranchera. Mais prenons le cas de figure en lui-même. Déjà, savoir que ce changement brutal de registre est à très haut risque de générer des états de sidération. Donc souvent, ce qu'on entend dans des cas comme ça, c'est « oui, mais pourquoi n'ont-elles pas réagi ? Oui, mais pourquoi ne se sont-elles pas défendues ?» Alors déjà, un certain nombre disent l'avoir fait. Une d'entre elles a dit « mais j'ai un petit ami ». Une autre a dit « je suis vierge et je tiens à rester jusqu'au mariage ». Mais à ce moment-là, tel qu'elles le décrivent, l'intéressé n'aurait plus été capable ou plus intéressé à tenir compte d'aucune limite. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand tout d'un coup, un comportement sort radicalement du registre de la normalité, y compris un peu lourdingue, cela est en effet très susceptible de provoquer des processus de sidération. On le sait, le cerveau rétrograde dans les 3 réponses basiques de survie,
qui sont attaquer, mais c'est rare, fuir quand c'est possible, ou faire le mort. Et faire le mort, c'est entrer en sidération. Et certaines victimes décrivent comment, dans l'après-coup, elles se sont même demandé si ce qu'elles venaient de vivre s'était réellement produit. Et ça, il y a un enjeu sociétal immense à ce que cela puisse être entendu. Parce que pendant trop longtemps, l'abus de certains hommes a eu le champ libre par ces deux verbalisations. Au fond, elles ne demandent que ça. Et puis, si elles se sont laissées faire, ça prouve qu'elles en avaient envie. Or, ce que je décris est totalement différent. La question de la mémoire d'agression ou de traumatisme est une question extrêmement complexe parce que les souvenirs ne sont pas figés. Donc 30 ans après, il est à peu près impossible d'être sûr que le souvenir qu'on a correspond à l'essentiel de ce qui s'est passé. Et cette grande labilité du souvenir pose un autre problème de complexité. Ça veut dire d'une part qu'on ne peut pas prendre la parole, voilà ce qui s'est passé il y a 30 ans, comme étant certaine, mais on ne peut pas non plus dire, puisque la mémoire est labile, alors tout cela c'est des affabulations, et on sait malheureusement de tristes mémoires, comment Éric Dupond-Moretti, dans son rôle d'avocat défenseur de pédophiles, et les pédophiles ont le droit d'être défendus, mais lui a mené des actions de prétoire particulièrement odieuses qui visaient à disqualifier systématiquement la parole des enfants d'une manière qui aujourd'hui encore fait peser un lourd poids sur la juste poursuite des crimes pédophiles en France. Donc voilà encore un élément à ajouter à la scène. Et puis, si ce qui est dit correspond à la réalité, on voit aussi chez l'artiste, chez la vedette, chez celui qui au fond a des femmes qui lui tombent dans les bras par centaines, cette incapacité à tenir compte et à respecter le désir de l'autre. Puisque des centaines d'hystériques se jettent dans mes bras, puisque si je me transforme en quelqu'un qui veut absolument parvenir à ses fins, les femmes se laissent faire, à ce moment-là, il devient même inenvisageable que la femme puisse ne pas en avoir envie. J'extrapole, mais c'est en tout cas une configuration qu'on peut envisager chez ces personnes qui ont toutes les facilités. Précisément parce que la célébrité donne une telle licence, ouvre de telles portes. Coluche lui-même, qui vous en conviendrez n'était pas un Apollon, avait témoigné du fait que des jeunes femmes lui tombaient dans les bras à tire-larigot. Donc qu'après, mu par cette toute-puissance, mu par la célébrité, mu par l'impression de n'avoir de compte à rendre à personne, il puisse y avoir dans ce switch du normal à l'animal, à la bête traqueuse, quelque chose qui relève d'une certaine réalité psychique, pourrait se laisser comprendre, non pas dans le sens de justifier, non pas dans le sens de fournir une circonstance atténuante, mais de pouvoir mettre en perspective ce qui se jouait peut-être dans le réel de ces situations. Quoi qu'il en soit, quelle est la différence entre le jeu de séduction, où la femme peut aguicher mais se refuser avant de céder, où l'homme peut conquérir mais retenir ses ardeurs avant de parvenir à ses fins, et un cas d'abus ou d'agression? Il est en réalité un paramètre que, semble-t-il, personne ne cite jamais, et sur lequel repose toute la différence, qui est le paramètre de la joie. Parce que la séduction, la sexualité, sont des motifs et des vecteurs de joie pour les adultes. Je ne sais plus qui a eu cette phrase, la sexualité, c'est le jeu des adultes. Tout comme les enfants jouent pour s'amuser, les adultes ont la sexualité à disposition pour vivre des choses délectables, agréables, dans un cadre de bonne composition avec la personne aimée. Mais ce qui caractérise un jeu qui n'est pas malsain, de quelque chose qui est malsain, voire délictuel, voire criminel, c'est la présence ou l'absence de la joie partagée. Et c'est le seul critère qu'on peut retenir. Certaines femmes plus âgées soulignent le risque qu'il y a aujourd'hui avec la notion de consentement, qui consiste d'une part à tenir les femmes au fond pour être incapables de savoir si elles consentent ou pas, puisqu'elles peuvent avoir l'impression de consentir et après se dire « mais non, en fait, je ne consentais pas ».
Et puis, ce qui est totalement un tue-l'amour, qu'il faudrait en quelque sorte signer un contrat devant huissier de justice pour pouvoir s'assurer qu'il n'y ait pas de problème par la suite. Mais au fond, la seule validation que l'on puisse trouver au fait de oui, j'ai envie d'aller plus loin ou non, c'est est-ce qu'en mon âme et conscience, je ressens de la joie à la perspective d'aller plus loin. Cela peut bien sûr paraître un peu naïf, romantique ou bisounours, mais réfléchissons-y de manière peut-être plus précise. Est-ce que ce n'est pas précisément la présence de part et d'autre d'une envie joyeuse d'aller plus loin qui signe la réalité du consentement? Alors bien sûr, il peut y avoir des états d'euphorie. Peut-être que parfois, on se laisse aller à franchir le cap d'une relation d'une manière où le lendemain matin, on se dit « mais était-ce une bonne idée ?» Peut-être, aucun d'entre nous ne fait de choix parfait. Mais la question est, est-ce que ce qui a présidé au fait d'aller plus loin s'appuyait dans la joie? Si oui, c'est toujours un signe de consentement au sens existentiel, affectif, émotionnel, relationnel le plus entier. Sinon, ça n'est pas le cas. Et écoutons ce qui se dit dans les discours sociaux autour de situations en général, de relations de séduction, mais aussi de la bonne limite à poser entre les différents cas de figure, et entendons à quel point la joie en est absente. Peut-être y a-t-il là quelque chose à réfléchir. Je vous rappelle que le mois de juin est traditionnellement le mois d'appel à soutien de cette chaîne. Toutes ces émissions sont rendues possibles grâce aux abonnés et donateurs. Si vous appréciez ce genre de contenu, si vous pensez que ce genre d'éclairage, de perspectives proposées mérite de circuler, à ce moment-là, il est possible de vous abonner à partir d'1 € par mois, de faire une donation du montant de votre choix. Cela nous autorise aussi à garder les contenus entièrement gratuits. Ils sont disponibles sur toute notre plateforme. Et en fait, le modèle économique de ce podcast est celui d'une coproduction avec toutes les personnes qui choisissent de le faire vivre. Soyez-en très chaleureusement remerciés pour celles et ceux qui contribuent de cette manière. À bientôt.